Rebonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans cet épisode du Pince Crâne. Je suis Pambichon et aujourd'hui avec mon formidable invité, nous allons discuter, analyser et débattre de deck building. Enfin, de manière un peu particulière. Et aujourd'hui, je suis avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour, bonsoir. Ça commencerait mal. Est-ce que, avant qu'on commence, tu pourrais te présenter Théo? Oui, alors je m'appelle Théo, je suis membre de l'association Le Pince Crâne. C'est vrai. Et c'est vrai. Donc je suis le monsieur qui scanne vos petits billets lorsque vous allez à Commandeur à l'Assemblée. Et également je fais du deck building de Commandeur, parce que j'adore le Commandeur, j'ai plus de 20 decks à la maison. Et mon idée c'est toujours de construire des choses un peu originales, qui sortent un peu d'ordinaire, ou en tout cas voilà, avec des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, et donc c'est un peu de ça dont on va parler ce soir. On va parler de la méthode Janky Chad. Oui. Alors, d'abord, avant de commencer, qui est Janky Chad? Alors, Janky Chad, c'est mon pseudo sur Moxfield, hein, je pense que vous êtes nombreux à le connaître, parce que j'ai 0 abonnés. Donc, qu'est-ce que c'est Janky Chad? Jank, c'est ce qu'on désigne tout ce qui va être... la merde. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout ce qui est pas très bien. Voilà, on tend à la même chose, mais avec des procédés qui sont beaucoup plus longs que les bonnes cartes, en fait, tout simplement. Et Chad, parce qu'en fait, je gagne quand même avec ces cartes. C'est ça qui est fou, ouais. Et donc voilà, on va en discuter plus longuement lors de l'épisode, mais c'est vraiment ma came. Réfléchir autrement et voilà, sortir des sentiers battus. Ok. Alors du coup, la méthode Janky Chad, en quoi ça consiste? Moi j'ai mon avis dessus, mais j'aimerais bien avoir le tien avant. Ok, alors, si je devais résumer, c'est... Je prends un commandant. Nul. Pas forcément, mais ok, on va dire tier 2, tier 3, tier 6. Et je dis, d'accord, qu'est-ce que le deck veut faire? Et on dit, on va peut-être faire ça, un peu, mais on va ajouter des sous-thématiques, voire même un truc complètement caché, du Voltron caché, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, on va ajouter d'autres choses, on va dire « Ah, tu penses que voilà, j'ai un deck Landfall » et en fait, pas du tout. En tout cas, c'est pas l'idée du deck, c'est pas vraiment de faire du Lands Matter, il y a autre chose derrière. Mais voilà, ça dépend de beaucoup de mes decks en fait. Je pense que la méthode elle change. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, mon avis, c'est tu prends un général nul avec. Tu prends un général nul où tu construis un deck avec une stratégie principale qui est très nulle et derrière tu viens en glisser d'autres qui sont relativement fortes. Ou en tout cas, tu vas relativement. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, dans tous les cas, blague mise à part, moi j'ai beaucoup de respect pour ton deck building parce que c'est des decks qui sont extrêmement synergiques et il y a souvent comme tu disais, des thématiques ou des sous-thématiques qui sont cachées et qui peuvent un peu, on va dire, qui peuvent un peu prendre de court, quoi, quand tu t'y attends pas et surtout quand tu vois des commandants comme Kinayo Setiro, ça reste un commandant qui est relativement joué, mais comme Oris, par exemple. C'est oui, j'espère qu'on va en parler de ça, bien sûr. Comme Oris ou Ishteki Kedis, qui est quand même un partenariat où tu t'y attends pas trop, quoi. Ouais. Ou Makar Véhicule. Makar Véhicule qui est joué, non. Makar n'est pas joué, mais c'est vrai que Véhicule reste ça fait sens. Une thématique jouée pour Makar. Mais du coup, tu commits sur une stratégie et je trouve ça intéressant d'avoir un commandant mono noir. Où tu as juste envie de le dégager, tu dis comment est-ce qu'on va faire pour l'engager? Des véhicules, c'est ce qui paraît le plus logique. C'est ça. Et puis du coup, ça va induire plein de choses, notamment par exemple, il faut que tes véhicules aient pilotage 2, par exemple, ou des trucs comme ça, quoi. Et puis créer de l'or, et après blindage crânien, et après boum, Voltron. Yes. Et voilà, et Voltron, boum boum. Ok. Alors maintenant, la question qui pour moi est la plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'en fait on choisit... Pourquoi est-ce que tu choisis de faire ça, et pourquoi est-ce qu'on décide d'en parler ce soir? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'aime beaucoup avoir des decks, et forcément, le budget est très important, en fait. Forcément, on peut pas mettre 400 €, 300 €, enfin voilà. Donc j'essaie de me limiter à un budget, avec donc des commandants, forcément, comme ils sont pas joués, ou comme ils ont des stratégies très mauvaises, les cartes qui vont avec sont
peu cher. Et finalement, je vais beaucoup m'attarder sur la synergie, donc forcément, en fait, les cartes sont pas forcément coûteuses. Et j'ai des decks, oui, qui coûtent 50 €, 60 € maximum. Bon, voilà, j'ai d'autres decks qui sont beaucoup plus onéreux, mais en tout cas, c'est le premier truc. Et puis, deuxième chose, c'est... je crois que c'est le point central, c'est le fait que, on voit beaucoup les mêmes cartes. Et les mêmes decks. Et les mêmes decks, les mêmes commandants. Ouais. Voilà, bon, quand je vois quelqu'un qui joue à Traxa, il joue ce qu'il veut, hein, mais ça reste Atraxa, mais ouais, ça reste Atraxa, et je sais que je vais passer une partie assez oppressante. Ouais. Et pas forcément fun, Ouais. parce que si c'est Atraxa Super Friends, c'est chiant. C'est chiant, si c'est Atraxa Poison, c'est chiant. C'est rapide, mais c'est chiant. Et encore, des fois, c'est même pas très rapide, hein, Ouais. ça se fait casser la gueule et ça fait pas grand chose, quoi. Mais ouais, et donc c'est aussi ce partage de cartes où en fait genre t'as la même carte en boucle 15 fois, ou des cartes qui sont pas du tout synergiques mais juste c'est fort, donc on va le mettre. Et en fait c'est pas ça l'esprit commandeur. L'esprit commandeur pour moi on était sorti du moderne, du legacy. Et Modern Legacy, c'est genre voilà, on joue les meilleures cartes, et on dit que c'est un deck, et en fait ça va gagner parce que c'est les meilleures cartes. C'est les meilleures cartes, ouais, bien sûr. Et là c'est un peu la même chose, on retrouve les sorts gratuits, des trucs hyper puissants. Ouais. Avant de continuer, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Ton avis sur les proxys? Parce que du coup tu parles de budget, mais en vrai tu pourrais juste choisir de faire des proxys de cartes un peu onéreuses, ce genre de choses, et pourquoi est-ce que tu fais pas ça et pourquoi tu préfères jouer comme ça? C'est vrai, alors j'ai pas de problème avec les proxys, d'ailleurs j'en fais, mais pour des tokens. Et vraiment pour avoir des tokens qui sont dans l'esprit du commandant. Donc dans la thématique, l'univers. Pourquoi pas de proxy? Pour m'ajouter de la contrainte. Okay. J'ai pas envie de me dire vas-y je vais faire ça parce que encore une fois ça va bien dans le deck, etc. Je vais faire avec mon budget et je vais essayer de sortir des sentiers battus en me disant waouh, ok, ce commandant là il veut faire ça. Là je viens d'ouvrir, tiens on vient de faire un draft, je viens d'ouvrir Xavier Sall. Quel nom? Xavier Sall. Xavier Sall. Et Xavier Sall a l'air très fort, quoi. Il prolifère, il peuple, il fait des trucs. Mais je vais essayer d'y réfléchir pour trouver une thématique, quoi. Trouver une thématique, mais juste je veux pas avoir un sous-Atraxa, quoi. Je veux pas vouloir faire encore une fois le même truc, genre Super Friends, etc. Je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu de client. Et je trouve que mécanique peuplée en bleu, vert, noir, j'ai quelques idées. Tu parlais de copies, enfin de tokens copies à peupler. Ça peut être sympa, ça. Peupler des copies, peupler des copies, ça serait intéressant. Jouer avec Vesuvian Duplimancy, où en fait tu vas copier les trucs. Il y a aussi le petit elfe en simic qui va permettre de dire que si tu le cibles un permanent, tu vas aussi le cibler lui-même. Ouais. Donc peut-être avec des choses. L'elfe, peuple fait. Ouais, il y a un peuple fait, pardon, c'est un peuple fait 2-1, ouais. Donc voilà. Il y a des trucs, ouais. Il y a des trucs à faire. Voilà, et même si la carte crie, vas-y, Atraxa, Poison, Super Friends, j'ai envie de voir autre chose. Mais encore, c'est encore peut-être trop mainstream, encore de copier des copies. Revenons sur Atraxa et sur tout ce qui est Staples. Je pense que c'est des discussions qu'on a régulièrement là-dessus et sur le deck building, et donc on va revenir un peu sur cette idée-là. Moi, c'est... Nous, je vais nous inclure tous les deux, c'est quelque chose qui nous touche assez, ce qui va être le sujet des staples, en fait. Le problème, en fait, des staples, à mon sens, c'est que c'est des cartes qui sont fortes toutes seules et qui, du coup, ça va générer la value tout seul au fur et à mesure de la game, et ça pas... Disons que ça n'a rien de très original. Alors que si on met ça en opposition avec les synergies, les synergies sont pas forcément plus fortes, des fois si, des fois non, mais surtout... c'est moins frustrant pour tes adversaires, en fait. Moi, ça, c'est un point que je trouve hyper intéressant, c'est que les staples, c'est frustrant pour ton adversaire parce qu'il sait ce qu'il a à gérer, il le gère et c'est tout. Rissix te dit, tu le déglingues et tu payes son 1 quand tu vas le déglinguer et c'est tout, quoi. Alors qu'une synergie, je trouve qu'il y a un aspect plus intéressant pour l'adversaire parce qu'il va devoir réfléchir à ce qu'il doit gérer. Par exemple, s'il y a 2-3 pièces en fait, qui vont avoir des synergies ensemble, il va pas forcément savoir quoi gérer parce que ça se trouve, s'il en gère une, tu en as peut-être une autre en main, ou des trucs dans le genre. Et du coup, je trouve que en termes d'expérience de jeu, et ça va être le fil conducteur en tout
cas de la discussion de ce soir, je trouve que c'est plus intéressant. T'en penses quoi de cet aspect-là? Ouais, tout à fait, parce que en effet, quand tu joues à un staple, ton adversaire, même s'il connaît pas ton deck, il identifie la menace, il identifie le danger, et il y a moins ce côté ah ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de construire, est-ce que c'est si menaçant que ça? Est-ce que c'est si menaçant que ça? Et puis t'as aussi ce truc où bah voilà quoi, genre tu mets des staples, et finalement en fait ton deck tu vas le construire sur 80 cartes, 75 cartes, et les 25 autres, bah ce sera des staples. Et déjà après quand on enlève les landes, bah il reste plus grand chose d'original si tu joues 36 landes, 20 staples, bah ça fait déjà plus de la moitié de ton deck. Tu joues des cailloux parce que pourquoi pas, et tu te retrouves avec un deck où il y a une vingtaine, trentaine de cartes, sachant que tu vas identifier la stratégie, donc bah il y a des cartes qui sont incontournables entre guillemets. Si tu joues tribal chien par exemple, bah tu vas prendre les meilleurs chiens, puis bah ton deck c'est EDH-Rec.deck quoi. C'est ça. Et ouais, tu vas jouer à Chroma's Wheel parce que bah Chroma's Wheel quoi. Parce que c'est fort, voilà c'est ça, et tu vas juste jouer les meilleures cartes parce que voilà quoi. C'est un peu dommage. Enfin c'est vrai qu'il y a ce côté sortir des sentiers battus qui du coup prend moins de sens en fait en commandeur quoi. Ça fait penser à un truc, c'est-à-dire que là on disait d'identifier les menaces. J'ai un deck par exemple Hamza, qui est un deck donc tribal humain, donc tu dis bah voilà, des humains, bon, colère, etc. Et en fait, comme Hamza va réduire le coût des créatures, donc le coût incolore des créatures en suivant le nombre de créatures avec un marqueur +1/+1. Des fois, genre t'as la réduction à 10, mais comme tu joues humain, bah, c'est pas non plus hyper pertinent parce que bah, tu vas avoir un truc à 3. Et donc c'est pour ça que dans mon deck, j'ai Kozilek, Faneur du vide. Et ça crée tout de suite un décalage parce que tu dis, bah ok, j'ai un deck tribal en face de moi et ça va changer. Donc en effet, c'est des staples, je suis tout à fait d'accord, mais la direction. En vrai, hein. En commandeur peut-être moins. Mais en tout cas, c'est des excellentes cartes. Mais la manière de les jouer, donc dans un deck en plus Célestia, qui sont pas forcément la couleur des Eldrazi, ça va surprendre l'adversaire, ça va créer justement une interaction, une discussion à la table que bah, j'aurais pas eu en mettant, je sais pas moi... Baristic te dit. Enfin, Baristic te dit. Dime étouffante, ou Sylvan Libri. Sylvan Libri, ouais. Par exemple, dans ton deck Célestia, ouais. Puis bref, ça reste une bonne carte, ça permet de refill ta main aussi dans un deck où tu vas vouloir swarmer le board assez rapidement, donc effectivement c'est une carte en vrai qui fait sens, et c'est un bon sort de pioche, en plus de appel inspirateur ou de genre de truc, mais ça reste un bon sort de pioche en tout cas. Un autre sujet, pour moi, on en parlait, du coup, c'est l'expérience de jeu en fait qu'on va proposer à ses adversaires, donc on parlait d'identification de la menace, et pour moi il y a aussi cet aspect jouer des stratégies qui sont moins jouées ou qui sont pas jouer, et surtout ne pas jouer des stratégies en fait qui vont prendre du temps de jeu. C'est des stratégies comme par exemple, c'est des stratégies qu'on voit régulièrement parce que c'est fort, genre par exemple pour ne citer que ça, Landfall. Landfall c'est une stratégie qui est extrêmement forte parce que la plupart du temps on ne joue pas de Match and Destruction, la Gentleman Agreement et tout ça. Et du coup, c'est une phrase que je t'ai sortie et que t'as validée genre une semaine après, c'est que un deck Landfall, c'est toujours celui qui va s'en sortir le mieux en fait après une brasse. Ouais. Ça c'est vu, c'est confirmé. C'est le genre de deck où de toute façon ton top deck il sera forcément bon, tu vas pouvoir rejouer ton commandant parce que de toute façon t'as 1 milliard de mana et donc tu pourras rejouer, etc. Mais le problème des decks Landfall, c'est pas le propos il est pas là, mais le problème des decks Landfall c'est qu'en général, dès que tu vas jouer un terrain, tu vas avoir 1 milliard de triggers qui vont prendre 3 plombs à résoudre. Je pioche une carte, je mets des marqueurs, je crée des tokens, je fais des machins, et ça prend 3 plombs, c'est chiant quoi. Et je pense que réinventer ces decks, ou en tout cas proposer de nouvelles stratégies, ça permet surtout aussi de réduire entre guillemets ton temps de jeu, et du coup de redonner ce temps à tes adversaires. Je suis assez d'accord, il y a aussi cet aspect avec ces mécaniques de Landfall, où en fait tu vas créer de la value, mais t'as pas de out. Ouais. Genre, c'est là où quand tu joues des créatures, Craterhoof, Behemoth, évidemment, forcément, il y en aura d'autres, il y en a d'autres, pensez pas qu'à ça, mais en effet c'est très efficace et ça termine la game. Landfall, ça dépend des couleurs. Ça dépend des couleurs, et il n'y a pas de cartes qui crient en fait. Dans plein de mécaniques, t'as plein de cartes. Scape Shift et Valakut si tu joues rouge, mais ça tue pas une table quoi. Ouais, et puis Scape Shift en fait, je le vois de moins en moins. Je sais que Primeval Titan est interdit, alors que Scape Shift dans un deck combo,
Ça fait plus de choses que... Ouais, carrément. Après, est-ce que en mono vert, tu peux pas choper 2-3 landes pour faire des combos, à part si, il y a le Chant des Morts. Ouais. Mais on se fait chier quoi. Mais, et puis ça tue pas. Ouais, c'est ça, tu fais des 2-2, ça tue pas. Et ouais, donc ça c'est compliqué. Et du coup, bah là, on tease à fond. Hein. Le deck Kineos et Tyro, il arrive. Mais attention, là, c'est la résolution du problème. La résolution de comment on fait avec un deck Landfall pour avoir un out. Attention les amis, hein. Ça va être... Accrochez-vous à vos slips. Hein. Vous en avez pour votre argent, hein. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit ça. Ouais, c'est gratuit. Mais oui, enfin voilà. Après, c'est vrai que Landfall, par exemple, c'est des stratégies qui gagnent pas en fait. Enfin, c'est les stratégies qui vont ramasser de la value tout au long de la partie et qui vont juste piocher des cartes, jouer des tokens par-ci par-là, gérer des bêtes, etc. Bah, ça fait pas gagner en fait. Gagner à la value, c'est chiant en fait. C'est hyper chiant, c'est une guerre d'attrition. Enfin, c'est pas une guerre d'attrition, c'est même pas une guerre d'attrition en fait. C'est juste, tu draines le plaisir de jeu de tes adversaires à chaque terrain que tu joues. Alors, oui. Bon, là, je vais faire l'avocat du diable parce que bon, j'ai quand même beaucoup de. D'un coup, il y a de la value molle et on s'ennuie. Mais l'ennui, tu l'as, vous savez. La fameuse value molle. Mais oui, en tout cas, pour le deck Landfall, je suis tout à fait d'accord. Il y a de quoi faire en fait. Il y a de quoi faire et il faut pas s'arrêter à ça touche terre, c'est fort. Il y a autre chose en fait. Il y a d'autres trucs. Vous pouvez superposer des mécaniques. En effet, tu vas faire de la value, tu vas piocher, tu vas amasser des ressources avec Landfall, mais ensuite faut y aller quoi. Faut trouver quelque chose pour dépasser ça. Et ouais, moi les decks Landfall, c'était quoi, Obun ou un Naya, en 5-4. Oh, putain, je regarde. Même il avait 15 000 triggers et même Aizy, c'est un deck qui a 1 milliard de triggers et qui fait pas grand chose. Tatiova aussi. Alors, ça par contre, excusez-moi les decks cyniques, mais c'est Simic. Hein, oui, c'est vrai que ça c'est inhérent à Simic. Simic, les Wincon, bon bah ça existe pas. On oublie un peu les Wincon. De la pioche pour le blanc et des Wincon pour Simic s'il vous plaît. Wizard of the Coast si vous nous entendez. Mais il y a une Wincon en Simic, Ascension Cynique. Oui, ascendance cynique, incroyable. Oh là là. Puis après les gens vous diront ouais, Oracle de Tassa. Oui, super. Arrêtez, par pitié. Après il y a des cartes, il y a quelques petites cartes que moi je jouais au tout début dans mon deck. Mon tout premier deck c'était un deck Nissa mono vert et je jouais le sort qui anime toutes les landes, elles deviennent toutes des 2-2. Ah, affinité naturelle. Ou celui qui donne indestructible en plus. Je sais plus. C'est des arbres ou une dryade sur l'illustration? C'est des arbres. D'accord, bon, c'est le truc bien en fait, c'est en Worldwake, ok, je vois. Et voilà, ça transforme tes landes en 2-2. Indestructible. C'est ça, ou il y a Kamal aussi qui peut permettre d'animer tes landes. Oui, celui pour 8. Ouais. Oui, d'accord, oui, faut être motivé. Faut être motivé, ouais. Faut se lever le tôt de matin. En même temps, si t'as mana infini et que t'en fais rien, t'animes tes landes, t'attaques avec. Quelle idée d'avoir mana infini. Oui, c'est vrai. Spoiler, avoir mana infini et rien d'en faire, c'est très mauvaise idée. Ça fait peur à tout le monde et vous êtes mort. Le lien est en description. Dans la description. Coucou Bandit. Bon bref, on pourrait en parler des heures de toutes ces stratégies-là, mais c'est vrai que c'est des... en fait, pour moi, le plus important, c'est quand vous construisez un deck, réfléchissez à l'expérience de jeu que vous allez proposer à vos partenaires de jeu. Je dis souvent qu'on est... En premier, on est adversaire, mais on est avant tout partenaire de jeu, et vous partagez un moment avec 3 autres personnes, et du coup, je vous en prie, faites en sorte qu'ils passent un bon moment, quoi. Enfin, pas que la partie s'éternise, et qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait des vrais win-con, et des trucs où on joue pas chacun dans son coin, et le premier qui explose, il a gagné, quoi. Enfin bref. Avant de passer à quelques exemples de decks qu'on vous tease depuis tout à l'heure. Ouh. Il fait un jet avec ses mains mais on le voit pas. Ah oui pardon, ah oui c'est vrai il n'y a pas l'image. Oh là là, non. Terrible. Oh, terrible. J'avais mis mon... Oh non. Ah, il a eu son beau t-shirt. Mon beau t-shirt. À qui est-ce que ça s'adresse, la méthode Jean Kitchad? À tous les gens qui sont arrivés dans le Commander en se disant ouais trop bien, on va pouvoir jouer des vraies cartes, enfin des cartes qu'on avait amassées dans notre grenier, et en fait quand on se rend compte dans notre playgroup que on commence à retrouver un petit peu les mêmes cartes, parce que il y a des éditions qui sont maintenant spécialisées dans le Commander de plus en plus, et finalement ça redevient en fait ce qu'on avait tenté d'éviter au début, c'est-à-dire il y a un pool de cartes limité, et le reste c'est acheté. Donc
Là, c'est vraiment une expérience pour dire, bah, ok, on reprend des cartes. Alors, à dose moyenne, si vous regardez mes decklists, il va y avoir des staples. Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a 3-4 dans le deck, forcément. Mais par contre, il y a en effet des interactions cheloues. Bind, qui joue Bind. Rappelle-moi ce que ça fait, Bind. C'est un instant pour 2 en vert qui contrecarre la capacité activée ciblée, tu pioches une carte. C'est un stifle en vert. C'est un stifle en vert qui pioche. Ouais. Ça a une gueule de staple quand même. Ça a une bonne tête de staple, mais sur un petit 10 de minéral. Oh là là. Ou sur un oracle de Tassa. Attention, c'est activé. C'est activé. Ah, c'est merde. activé. C'est moins rigolo. Mais c'est quand même assez rigolo en mono vert de dire ah non, j'ai une réponse. Comment ça, tu joues mono vert? Je comprends pas. Non, t'as pas de réponse, tu fermes ta gueule. Et puis je redécouvre aussi les plaisirs, par exemple, de Brouillard. Oui. Brouillard qui est une carte complètement oubliée. Et Brouillard, en fait, qui vous sauve, mais à l'infini. Là, quand je vois un petit peu la hype qu'il y a sur les decks dinosaures. Alors là, les brouillards là. Et que t'as volonté d'acroma, bah comment contrer une volonté d'acroma à part avec un brouillard. Brouillard. Contre-sort, on s'en fout, non. Vas-y. Et puis tu l'as fait en plus pour protéger tes créatures, pour pas que je bloque, donc du coup ils sont engagés, bah du coup mince. J'ai engagé tes créatures en bonus. Ça donne pas la vigilance. Alors oui, mais par contre t'as 2 écoles, t'as ceux qui vont faire avant pour avoir la vigilance, et les autres qui disent bah j'ai gagné. De toute façon j'ai gagné, hop, let's go. Mais tu as vu cette petite forêt? Cette forêt bord blanc. Donc en effet, il y a des petites choses. Darkness. Mais Darkness. Noir. En fog, un noir. Fog en noir, tout à fait. T'as aussi un fog en vert, mais qui a convocation pour 3. Ouais. Et, oh là là, ça c'est méchant, ça. Ça c'est vilain, ouais. Et donc vous avez plein de choses qui traînent dans vos boîtes à chaussures. Hein. C'est des communes, des Enco, des fois. Moi j'aime beaucoup Compost. Mais Compost, toi, c'est fort, ouais. Compost, qui a un petit enchantement qui vous permet de piocher à chaque fois qu'une carte noire va dans un cimetière adverse, mais pas forcément meurt. C'est-à-dire que voilà, une carte qui a une défaut, une messe noire, tu pioches. Une messe noire, on pioche une carte. Après, c'est joué en CEDH. Et c'est joué en CEDH. Ouais, c'est joué en CEDH. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mais en vrai, sur une table de commandeur A4, il y a forcément moins une personne qui va jouer noir. Au pire, vous le jouez dans un deck, par exemple, qui va dredge, self-mill, enfin des trucs un petit peu, voilà. Et cette carte, elle est jamais perdue en fait. Et il y a plein de petits trucs. Et là, c'est que du vert que je parle, mais il y a toutes les couleurs, il y a des dingueries. Bien sûr, mais il y a toujours des, genre, le plus rigolo, c'est qui s'est jamais fait attraper par une dîme de mana, par exemple. Tu te fais contrer un sort, à moins que tu payes un, j'ai pas mon 1 en fait, donc du coup je vais me faire foutre et voilà, enfin voilà, ça crée de la surprise là où des parties peuvent un peu dormir. Mais bon voilà, donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse du coup à tous ces joueurs qui ont perdu un peu de vue l'esprit du commandeur et qui sont lancés un peu dans la course à l'armement ou ce genre de choses. Un peu moi je suis un peu le réac du commandeur. C'était mieux avant. Non, ça c'est Nox. Pardon. C'était mieux avant quand on jouait Riku de reflet pour 5, une de 2. J'étais là. J'étais là. Yes. Bon, allez, on vous a teasé assez longtemps comme ça, on va parler de tes decks. Ouais. On va parler de quelques-uns de tes decks qui... Alors, de qui on parle en premier? Comme tu veux. Kinayo Setiro? Ouais, parce que je pense qu'on l'a un peu tease. Et Alors, quelle est la stratégie principale de ce deck Kinayo Setiro? Alors, le deck Kinayo Setiro, donc pour vous la refaire, hein, pour 4 c'est une 2-8. Au début de l'étape de fin, je pioche une carte. Ensuite, chaque joueur peut soit piocher une carte, ou alors s'il le fait pas, il peut poser un land, s'il le fait pas, il pioche une carte, voilà. Et c'est une 2-8, ok. C'est un deck groupe Hug. Ah mon dieu, c'est un deck groupe Hug. Que nenni. Pas du tout. Donc en fait c'est un deck donc Landfall, donc là mais attendez, il nous a dit que Landfall c'était nul, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Non, on a pas dit que Landfall c'était nul. Non, Landfall, ça fait de la value, et ensuite on met la Wincon. Oui. Et là, la Wincon, je la donne en 1000. C'est en fait, ça va être Porte du Basilic, qui est la carte qui me fait le plus gagner. C'est pas, alors il y a en effet Maze's End, parce que je joue un deck porte, hein, c'est un deck porte aussi, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, c'est en fait parce que donc normalement on gagne en Voltron, mais Maze's End c'est une porte de sortie. Lavez-vous au studio. Je fais ça avec mes lunettes, mais j'en ai pas. Cette blague ne marche pas du tout non. À l'oral. Il a redressé ses lunettes. On fait l'audio description en plus. Et Porte du Basilic, voilà, c'est une carte qui va dire, donc pour 2, vous l'engagez, vous donnez +X à une créature X étant le nombre de portes que vous contrôlez.
Et en fait, l'idée c'est qu'on va amasser des landes qui vont booster une créature. Donc il y a Garen ou Ludkessi qui va donner le piétinement. Ouais. Vous avez des cartes qui vont dire Héritage de l'Hélice qui va donner la double initiative à une créature attaquante. Donc au début on se dit bah voilà il y a un côté politique. Donc au début les adversaires comprennent pas trop. Ils se disent bon c'est un deck Pug qui fait de la politique, du landfall. Mais en fait non. J'ai Souverain de Lara perdue. Pour 6 une 4-5 exaltation les gars. Attention. Quand une créature attaque, je vais chercher un aura et je mets attaché. J'attaque avec Kinaos Tiro et soit en suivant je peux lui donner Rune du Deus qui va lui donner +2/+2 double initiative piétinement. C'est plutôt pas dégueu. Plutôt pas dégueu, ouais. J'ai le truc qui donne +2/+2 imbloquable lien de vie. Dans un deck qui se veut Voltron, c'est pas trop mal de gagner C'est quelques pas trop points de mal, vie. et en plus sur de la double initiative, si j'ai l'héritage de dueliste, voilà. Et finalement, à chaque partie, je tue au minimum un joueur, déjà avec les dégâts de commandant, avec une 2/8, qui n'a pas de capacité Il y a d'évasion pas de capacité d'évasion. de Il y a- base. Il y a aussi Carcasse de Brimbois. Non, pas. Oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, la carcasse, Le truc qui a- Rebel Hulk, donc Le truc qui a coup de sang, quoi. qui a coup de sang, donc c'est une capacité, ça peut pas être contrecarré. Ouais, ça peut pas être contrecarré par un counter spell. Et ça donne +X, X étant le nombre de landes que tu contrôles à une créature, donc en vitesse éphémère. Et bah pareil, tu peux très bien attaquer avec une 2/8 et te dire non, moi c'est juste pour récupérer le monarque. Et en fait, non, Tiens le vraiment, monarque. t'es mort. Tiens le monarque. Ne faites pas ça, essayez de En respecter. en vrai, Kinaos Tiro en deck porte, c'est aussi hyper fort parce que Maze's End, tu peux le relander à la fin du tour, enfin tu peux l'activer pendant ton tour, et Alors, le relander à la fin du il tour. n'est pas renvoyé dans la main, il est renvoyé dans la bibliothèque. Maze's End Ouais, Ah merde. c'est renvoyé dans la J'ai méga bibliothèque. triché du coup. Ah oui, merde. non, ouais, c'est. Ah, ça se renvoie dans la bibliothèque. Je suis en train de fact-checker. Is it a fake news? Ah ouais. Honor End? Grand dieu! Fact-checked. Mon dieu! Mais en fait, alors, du coup, j'ai nerfé mon deck. Je le renvoie à chaque fois dans ma bibliothèque. Non, alors du coup Maze's End est hyper fort en fait dans le deck parce que ça permet du coup de... Tu vas chercher tu le renvoies en main, tu vas chercher une porte, tu la joues, Ouais, et ensuite après, fin de tour, effet oui. de Kinaos Tiro, hop, tu l'enlèves. forcément. Donc, je l'ai enlevé. Ouais. Du coup, je l'ai enlevé, forcément. C'est trop mainstream. Parce que je l'ai joué une fois ton deck et... Oui, c'est vrai, d'accord, c'est dans la main. Mais, Et du coup c'est dans la main et c'est hyper fort en vrai. mais je crois que j'ai activé. Franchement, mes Zen, j'ai dû l'activer peut-être 2 fois. Bah, en vrai, ça te permet de ramper, enfin ça te permet d'aller chercher porte du basilic. Oui, tout à fait. Et il Bah, a la meilleure alors, porte, alors. etc. Mais en effet, j'ai gagné 2 fois avec mes Zen et j'ai gagné pas mal de fois avec ça. Et surtout qu'en plus, vous savez, Morog. Morog, ouais. Qui fait des phases de combat supplémentaires. Et qui, avec 2 terrains, bah, vous attaquez 3 fois avec Kinaos Tiro et vous tuez tous les mondes avec une 2/8. Et ça, c'est beau. Et ça c'est beau. Voilà, un petit deck qui a subi quand même des évolutions. Oui, alors au début c'était terrible. Au début c'était vraiment un groupe politique avec du God. Et ça n'avait pas d'identité parce que toi tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est-à-dire qu'il dit oui mais 4 couleurs, en fait tu peux tout faire comme thème, tu peux faire un deck enchantement, et donc il faut donner une vraie thématique au deck. Et Landfall... Et Insurrection, c'est pas une win con. Et, Enfin si, mais c'est chiant. et Landfall n'est pas non plus une thématique, c'est une mécanique qui fait de la value, mais en soi, en fait, c'est trop vague. Il manque quelque chose de précis. Et c'est ça que j'aime bien. Et le côté, en fait, que tu as un commandant qui n'est pas du tout pensé pour le Voltron. Et donc, justement, il n'y a aucun risque, en fait, que tes adversaires vont cibler Kinaos Tiro. Et puis tu les fais piocher aussi. Donc, Oui, en plus, il y a le côté sympa. il y a le capital sympathie. Je te fais piocher, je suis pas une menace parce que j'ai juste rampé des trucs. Et ils font même pas gaffe, en fait, aux portes. Ils se disent, bah ok, on va... Oui, enfin, on fait gaffe quand même aux portes, parce qu'à Ouais. un moment on se dit, il y a Maze's End qui va arriver. Alors ouais, c'est ça, et du coup c'est pour ça qu'il faut que j'enlève. Mais porte du basilic, en soi, bah Kinaos Tiro c'est pas une cible, puisqu'il a pas de capacité d'évasion. Donc on attend une volante, on va attendre quelque chose d'autre. Mais on va Et en pas fait, attendre. Non, c'est vraiment Non. ça. Non, il y a les deux qui arrivent dans ta gueule avec, avec 48 dégâts de commandant. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà mis 48 dégâts de commandant. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Après ça, Attention les enfants, faites pas ça chez vous. Est-ce qu'on passerait pas... Est-ce qu'on passerait pas à ton meilleur deck, à savoir Oris?
Alors, j'ai pouffé de rire à un moment donné parce que tu disais, oui, à un moment, il faut que la partie se termine. La value molle, c'est La chiant. value molle, c'est chiant, ne faites pas ça. En fait, ce deck-là est le cauchemar de Mathieu et de beaucoup de gens là où je joue. Parce que bah, c'est un deck donc, avec Oris qui doit avoir peut-être. Il doit y avoir 30 decks référencés sur ODH-Rec. Je crois que c'est un des commandants les moins utilisés. Et ça a été vraiment le point de départ. C'est la genèse. C'est vraiment comment je fais pour rendre ce truc-là incroyable. Alors là, vous le dites, mon Dieu, il a su comment faire la capacité majesté. Non. Et donc trouver quelqu'un qui a une copie de nom. Et en fait, non, tu as spoilé. Oui, en fait, non. L'idée de ce deck, en fait, c'est je ne peux pas perdre la partie. Voilà, déjà. Ouais. J'ai beaucoup de choses, Gideon des épreuves, Paria, Serra. la bienveillante, etc. Beaucoup de choses qui vont faire de la récursion avec Emeria, avec... donc là on se dit mais c'est des cartes quand même qui sont jouées, etc. Et puis dans ce deck mono blanc, tu sais pas pourquoi, il y a Cerisée Interdite. Et Cerisée Interdite, bah, c'est la wincon du deck. C'est une des wincons du deck. L'idée en fait c'est que... on va arriver en fait à se prendre des tatanes, mais on va maîtriser puisque bah, du coup Oris va nous permettre de prévenir des dégâts, va nous permettre de réfléchir à notre phase de bloc, qui est une phase vraiment cruciale dans le deck. Et en fait on va swapper en fait les points de vie. À un moment où on va mettre l'adversaire à 1 point de vie du coup. Enfin on va se mettre à 1 point de vie, on va swapper les points de vie et on va le faire un passer. truc avec Serra par exemple, avec l'emblème de Serra, ça te permet d'être sûr d'être à 1 point de vie. Bien sûr, il y a Angel's Grace, il y a que plein des de trucs choses qui te disent je vais être à 1 point de vie. vais Pourquoi être à 1 point de vie, Théo? Mais... Enfin, mais très bonne question, je suis ravi que c'était pas du tout noté. En fait, c'est vrai, pas du tout. En fait, l'idée c'est de jouer une prêtresse de suture, qui est un clair. Qui est un clair. Qui est important pour la suite. Oui, et oui, parce que je joue Tristis Tribal, ça c'est important pour la suite en effet. Et en fait, ce clair dit bah, que si une créature chez un adversaire arrive sur une bataille, et bien ce joueur perd 1 point de vie. Et donc, Cerisée Interdite, capacité de mana. Oui, on fait ça quand on veut. Ouais, et incroyable, hop, je tape, jeune esprit et jeune body bag. Voilà, comme ça c'est fait. Et oui, en effet, il y a toute une synergie claire. Pourquoi ? Parce que comme on joue beaucoup de récursions, que nos créatures sont petites mais chiantes, donc petites ça veut dire bah, que personne va vouloir faire un chemin vers l'exil ou un spot removal dessus, donc personne aussi va envie de faire une colère, parce que bon, il y a maître apothicaire, j'engage un clair, je préviens 2, super. Et en fait, bah si, parce que bah, dans le deck, bah, il y a blason, il y a entité miroir, et que bah, en fait on rampe énormément dans ce deck. Ouais, ce deck rampe de manière inconcevable. Inconcevable. Il y a énormément de choses, il y a donc finalement le gardien d'accord, il y a compas thaumaturgique, très fort, qui vous fait ramper de façon extrêmement molle, mais en plus qui va vous faire un land de plus, qui fait du mana en plus, ouais. Et il y a aussi Galion du Conquérant. Galion du Conquérant. Qui est vraiment la... Alors pourquoi Galion du Conquérant ? Parce que c'est la seule carte à mettre dans un mono blanc qui vous permet de récupérer n'importe quelle carte, pas forcément de permanent, de votre cimetière dans votre main. Par exemple, Angel's Grace. Angel's Grace, ouais. Ça a l'air d'être mon truc. Donc on a fait une partie immortelle avec un joueur de la boutique, où en fait on a joué donc à 4, pas de problème. La première joueuse est morte la première, et la partie a duré 3 heures de plus. Ouais. Quelle horreur. Et j'ai gagné, mais c'est un deck vraiment qui est très résilient, beaucoup de récursion, on dit récursion. Puis il y a Théo, quoi. Monsieur, je fais de la trigonométrie avec les mains. Mais, et le premier. Le nul. Vraiment le nul, quoi. Non, je cherche le deuxième, voilà. Je suis. Ouais. Non, mais en fait, c'est con, mais donner Hexproof à un joueur, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait croire. D'autant que c'est pas une créature, parce qu'il y avait le Guardian of Aegis qui donne la même chose, mais pour une créature. Mais là, c'est un Planeswalker. Et puis en plus, tu peux pas aller le chercher en phase de combat, parce que ton deck est chiant. Et que Théo fait des murs, et pour avoir un spot removal à Planeswalker, et c'est ça commence à arriver, mais ça court pas tant les rues que ça au final. Et ouais, Hexproof à un joueur, bah, c'est casse-couille en fait. Il y a plein de trucs en fait avec lesquels tu peux plus tuer en fait un joueur qui a Hexproof. En effet. En plus de toutes les autres pièces de stacks molles. Voilà. Oui, donc, mais ouais, ça c'est des pièces de stacks, mais en fait le deck est très permissif parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ça. C'est juste sauf que je m'en fiche en fait. Oui, c'est ça. Et puis très amusant également, c'est le fameux anneau
Anneau 3 souhaits. Ah, l'anneau 3 souhaits, ouais, Ah ouais, c'est hyper fort. Et donc ça, c'est vraiment une carte de junk, hein, parce que qui joue ça, quoi. Bah, je jouais dans mon deck Atraxa dans Ah son ouais. tout début. Incroyable. Ouais. Mais bon, ça coûte 5, Ah ouais, et ça ça faut coûte ça. repayer 5. Ah ouais, Et donc il y a ouais. très peu de decks en fait qui peuvent se permettre, et c'est le deck qui peut se permettre parce que bah à notre tour, bah, on ne fait rien du Ouais. tout. Et ça va nous permettre de chercher ma soeur qui s'est interdite, maîtresse de suture ou blason. Et voilà, gérer un peu ça. Je pense que je vais peut-être rajouter la carte Everybody Lives. Ah putain, non. Ouais. Ah bah Oh autant là y là. aller jusqu'au bout, hein, Ouais, bien sûr, et évidemment. récupérer avec Galon du Conquérant. Elle Après il y a Approche. Elle quand même. s'exile pas Il y a elle-même, Approche. Everybody Lives? Ah peut-être. Ah non. Peut-être comme protection de Teferi qui Ah s'exile d'accord. Bah elle-même. non, bah Live Sky c'est bien. Non, c'est bien. On va fact-checker encore. On va pas checker, oui, je ne vérifie pas mes sources. Bah au moins ça sera bien parce que je crois que la carte coûte relativement cher, donc j'ai pas très envie. Non, même ça pas. s'exile pas lui-même. Même pas, c'est terrible. Donc tu Ah, peux mais le là, flashback en boucle. Donc là c'est terrible. Donc là Gaillon du Conquérant, top Oh card. là là, top card. card. Top card. Voilà un petit peu pour Horis. Et un troisième deck dont tu auras envie de parler, dont tu es un peu fier. En vrai, si, je suis désolé, je vais t'imposer un deck. Ah, vas-y. Parce que c'est un deck aussi qui a subi pas mal de mutations. Et j'avais beaucoup aimé les premières versions. C'est Ishtekik et Kedis, qui avant étaient Ishtekik et Togo. Oui. Et j'aimais beaucoup la version Ishtekik Togo. Oui. Exact. Ishtekik et Togo, du coup, alors on va commencer à faire chronologiquement. C'était un deck qui était pensé pour maximiser le nombre d'artefacts. En fait, on s'en fichait un petit peu. Tu jouais Grul artefact, Des quoi. rochers. Ouais, c'était Grul Donc artefact. déjà la prémisse, c'est on joue une stratégie qui est pas du tout dans les couleurs. Ouais, et il faut savoir que j'ai fait ça avant que Meria existe. Donc le truc en Grul qui permet de t'engager 2 artefacts, ouais. et ça va. Il y avait en fait, voilà, je me suis dit, oh, tiens, Ouais. j'aime bien les golems. J'aime bien les golems et les cailloux. Et j'aimais beaucoup le fait que l'effet d'Ishtekik se déclenche également pour les artefacts des adversaires. Ouais. Et carrément, donc, bah, ça fonctionne avec tes trésors, mais ça fonctionne aussi si tu fais Vandal Blast. Voilà. Donc, ouais, c'était un petit peu le deck Kibo avant l'heure. vrai, C'était assez intéressant. Ouais, c'est exactement la même chose. Qui vaut le petit singe, hein, pour rappel, qui fait des bananes. Ouais, exactement. Et donc, c'est vraiment un peu le même esprit du deck. Et en vrai, les cailloux de Togo sont casse-couilles. Hein. Enfin, en plus, c'est ça qui a été rigolo, c'est que c'était à la fois un deck artefact, mais il y avait un peu de landfall aussi. Pas beaucoup, mais il y avait un petit peu. Oui, parce qu'en fait, justement, on jouait les gros golems à l'époque. Donc, on jouait vraiment tour 5, le golem qui dit que tes points de vie peuvent pas changer, l'emploi de platine. Tu jouais le titan triplé, la 9-9 flying, Mais machin. qui vient 3-3-3, qui sépare ses mots-clés. Et ouais, quand tu mets 5 marqueurs +1/+1, déjà ça te déconne moyen. Et puis, Et puis les cailloux, ça déconne pas en vrai. Hein. C'est pas si nul. Hein. c'est pas si nul. C'est pas si nul, c'est pas ouf. C'est pas Je incroyable. tempère je tempère mes propos, mais Et c'était tellement pas si Ouais. ouf quand même que j'ai décidé de changer quand même pour K10. Et K10 qui justement donne l'information, malheureusement, mais bon, que le deck aussi a un côté assez Voltron. quoi Oh oui. Voltron. Puisque les marqueurs +1/+1 vont aussi sur Ishtekik, et que bon, il y a quelques cartes surprises Voltron comme Tybraze. ou voilà, bon, après les gens savent. Hein. Oui, Quand un joueur est terrassé à 36 dégâts de commandant, Oui, ils oui. savent après. Mais bon, c'est assez toujours le côté surprise parce que des fois tu sais pas quoi gérer entre Ishtekik et les gros oiseaux que je fais à côté. Puis ce qui est rigolo, c'est que Golem, il y a beaucoup de créatures artefacts de Magic qui sont des golems en fait, de manière Ouais. assez. Enfin, ça paraît logique parce que c'est un peu la tribu, mais il y en a pas mal qui sont très bons en fait et qu'on. On oublie que c'est des Bah, golems, on oublie quoi. que c'est des golems. Bon, alors golem météoritique, bon, c'est littéralement dans son nom, mais ça reste. Simulax solennel. Simulax solennel, c'est un golem. Ouais. Sadrobot est un golem. Et d'ailleurs, je suis en train de le voir sur mon bureau, mais Trône errant est un golem. Trône errant est un golem. Et mais par contre, il faudra que je redise golem pour refaire des effets. Donc, ah, mais bon, je peux dire artificier. Ouh là là, il se passe des choses. Il se passe des choses. Non, voilà, il y a énormément de choses à faire. Et je me rappelle d'ailleurs d'une partie qu'on a faite avec Mandy au commandant de l'Assemblée, où je jouais contre un monsieur qui jouait Joyra.
avec son fils. Laquelle de Joyra? La Joyra qui dit tiens pour 2 j'exile un truc. La suspension, la qui de la Ouais, suspension. et en fait c'était un deck Eldrazi, alors je Ouais. m'y attendais un petit peu, mais Ouais. et on s'est fait des tours où il me mettait 36 dans la tronche, et je fais oui, quand même. Et après je dis moi tu prends 29, etc. Oui, très bien, toi. Et après Bondy a ramassé les miettes et il nous a buté avec un rat implacable, je crois, donc c'était incroyable. Mais voilà, très, très bonne partie, un côté un petit peu Avengers, c'est vraiment un jeu qui est très explosif et qui va vraiment faire ça fait des trucs, hein. Ah ouais. Avec notamment le. Alors c'est dommage, c'est pas un golem, mais l'ouvrier spécialisé qui dit que dès que tu fais un trésor, tu fais une nourriture, etc. Et c'est incroyable. Ça commence à être vrai. Enfin, c'est le deck qui commence à en faire n'importe quoi parce que tu peux sacrifier des trésors sur tes clous, qui du coup fait sacrifier énormément d'artefacts. Du coup, tu fais grossir toute ton armée, t'attaques, Tout en tu fais ça en vitesse éphémère. Enfin, tout en piochant. En fait, le deck fait à peu près tout. Mm. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement plaisant à jouer. J'ai beaucoup de plaisir à jouer ce deck. Mais c'est un deck que qui fait peur déjà, hein, parce que maintenant que je sais ce que ça fait peur. Et ça a l'air d'être un deck qui est très plaisant à jouer, en tout cas, effectivement. La plupart des gens sur ODH Rec, je reviens beaucoup sur ODH Rec parce qu'en fait j'essaie d'aller sur ODH Rec et de dire ok je fais pas ça. Parce que justement un des défauts, je vais faire une petite parenthèse dessus, c'est que quand un commandant arrive, tout le monde essaie de builder. Ouais. Et comme en fait les gens build le deck, ils vont dire ah ouais il y a ça à faire, ok. Mais après ils vont fill avec justement des staples. Et donc du coup ça fausse ça fucked un peu toutes les stats et en fait ça s'auto-nourrit. Ça s'auto-nourrit. Et là on est en train de regarder pour un deck que j'ai également. Et on s'est dit, cette carte là elle est tellement naturelle dans le deck. L'âme des égos dans Ratadrabi. L'âme des égos dans Ratadrabi. Et en fait, alors ça y est, dans 30 ou on avait dit 40%, je crois. 40% des decks. Dans 40% des decks, mais c'est même pas une carte signature. Alors que le truc dit, vas-y, je vais faire 2 copies de Ratadrabi. Ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. N'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais voilà, ça va maximiser à fond. Alors bon, on va pas expliquer le truc, hein. Vous voyez, vous avez peut-être les cartes à l'écran, je sais pas, mais. Ça dépendra de Nox. Voilà, Nox essaie parce que sinon après c'est incompréhensible. Mais oui, mais enfin bref, on s'en fout, ça fait plein de copies quoi. Voilà, ça fait des copies, etc. Et c'est extrêmement puissant. Et malheureusement, souvent, il y a des très très bonnes cartes, mais des cartes qui forcément ne synergisent pas forcément avec le deck. Et d'ailleurs, Dashreik le précise. Si j'ai un conseil, vous êtes un adepte de Dashreik, regardez le taux de synergie. De la carte, des fois il y a des cartes, ils ont moins 10% en synergie, c'est juste parce que la carte est forte. Dans Ratadrabi, il y avait Adieu. Il y avait Adieu. Ouais. Faites pas ça les gens. Ouais, 0% de synergie quoi. 0%, même négatif, parce que Adieu ça va exiler les créatures, c'est-à-dire que dans des situations, forcément c'est fort. Mais c'est une balle dans le pied que vous vous mettez. Vous voulez pas ça en fait. Vous voulez pas ça, et même s'il y a un cimetière qui est assez intéressant, ça exile aussi le vôtre. Et vous vous mettez en danger en fait, tout simplement. Dans votre stratégie et dans votre synergie. Et c'est assez malheureux en fait de toujours avoir ce réflexe au DH-Rec. Et donc je revenais là-dessus parce que en fait Ishtekik, tout le monde dans le DH-Rec, les personnes qui ont joué Ishtekik le jouent avec Rebek, qui est un partenaire en blanc qui donne la protection. Ça devient vite le bordel ça. C'est intéressant, mais en fait dans le rouge en fait a une stratégie trésor qui est vraiment les trésors en grul c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et je pense pas, j'ai pas vu de deck Rebek Célestien, je sais pas à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Mais je ne sais pas si ils peuvent avoir des sorties champagne comme j'ai pu en faire, ou T5 en fait t'es mort quoi. Et vous êtes mort parce qu'il y a Kélis. Je le verrais plus dans une optique un peu plus tempo parce que comme tu vas donner la protection, en gros tous tes artefacts vont la protection pour plein de CCM différents, ça. Je sais pas, je me demande un peu ce que ça peut donner en vrai. En tout cas ça a l'air fluent sur le papier. Dites-nous si vous avez des decks Rebek, Ishtekik. On va toucher une personne dans le public. C'est ça. Toi qui as un deck Rebek Ishtekik, envoie-nous ta decklist. On te voit, Corentin. Je te jure, s'il s'appelle Corentin, c'est ouf. Corentin est sur deck Ishtekik, Rebek. Écoute, si tu as ce deck, n'hésite pas, on t'attend. Bon, on va pas continuer parce que je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Dans tous les cas, dans la description, il y aura la liste, il y aura les 3 listes dont on a parlé. Ouais, on peut mettre peut-être mon lien. Oui, bien sûr, on mettra ton lien Moxfield avec mes 40 n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre un abonnement, ça lui fera plaisir. Je serai le premier. J'en ai 0. Corentin, tu seras le premier. S'il vous plaît. Ah oui, Corentin, on t'attend. Non mais voilà, j'ai Hardy.
Hardy. Mon deck S. 4 Ah lignes oui, de oula, texte. oulala. Voilà, bon, Oui. non mais, Oui. voilà. Bon, Petite surprise oui, voilà. chez vous. Il y a des pépites, à aller chercher. Quelques trucs intéressants. Donc voilà. Donc dans tous les cas, si jamais vous avez des idées, enfin si jamais vous avez des decks que vous considérez comme étant un peu originaux, ou qu'il y a des thématiques qui pour vous sortent de l'ordinaire, des decks où on vous dit putain mais votre deck il est trop bien, n'hésitez pas à nous les partager, ça nous fera très très plaisir. Venez nous chercher sur Magic C'est Chic, enfin sur le Discord de Magic C'est Chic, on en discutera avec grand plaisir. Et je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, Théo. Ouais. Et c'est le moment où on va partager avec nos auditeurs une œuvre culturelle. Ça Ouais. peut être n'importe quoi, un morceau de musique, un jeu de société, un film, un plat, une chanson chantée par ta maman, n'importe quoi. Ok, alors, c'était un petit peu... J'ai un gros trou noir parce que je ne savais pas de quoi parler. Et en fait, j'ai un livre dans la poche. Littéralement, j'ai un livre dans la poche de mon manteau. Et c'est Jaune. Ah oui, tu m'en as parlé. Voilà, et donc je vous parlais de Jaune. Avec... Super livre. Donc c'est un livre jaune qui parle du jaune, écrit par Michel Pastoureau. Alors Michel Pastoureau, c'est un historien des couleurs. Est-ce qu'il est asiatique? Il est pas asiatique, c'est quoi comme blague? Jaune. Ah d'accord, oula. C'était bas du front. C'était, oui, voilà. Passons. Parce qu'au début, quand t'as dit EDH Shrek, je voulais dire, faut pas le confondre avec EDH Chaboté. Chaboté, EDH Shrek, non? Shrek, Chaboté, non. Putain la vache. Ouais, non, ouais. Bon, Pastoureau. Voilà, Pastoureau. Michel Pastoureau. Donc c'est un historien des couleurs. Et il a écrit donc sur toutes les couleurs, et il écrit l'origine, mais aussi la représentation des couleurs. Donc, en fait, de qu'est-ce que c'est quoi l'image qu'on en a, pourquoi ça évolue ainsi. Donc là, je lis jaune, j'ai lu vert, j'ai lu bleu. Bon, c'est assez facile de se souvenir des choses. Et donc voilà, pour donner un exemple, là on apprend que le vert a toujours été une couleur maudite. Vous savez, au théâtre, on n'a pas le droit de porter du vert. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans les murs, pour faire du verre, pour faire des papiers peints en verre, et ben en fait on mettait de l'arsenic. Oh putain la vache. Ok. Oui, voilà. Il fallait pas lécher les murs. Voilà. Non, Pas comme les Belges. ni raser les murs, ni lécher les murs. Parce que les Belges ils lèchent les murs. Ouais, Belge lèche les murs. Ouais, parce que les murs s'effritent. Donc, alors, pour ceux qui nous écoutent, il est 1h20. La journée a été chargée. Donc le vert, l'arsenic. Donc le verre l'arsenic, et donc forcément, panique à bord, sauf qu'en fait ils savaient pas que c'était le verre, mais ils se disent tiens, ça est en verre, il est mort, c'est bizarre. Et on a mis hyper longtemps en fait à savoir que c'était l'arsenic le problème, et vous en trouvez encore aujourd'hui dans les vides-greniers par exemple, les petits jouets de soldats en plomb, des fois en verre, ça peut être de l'arsenic. Alors déjà le plomb, pas ouf. Ouais, pas ouf, oui, pas ouf. Plomb arsenic. Ouais, c'est un petit mélange sympathique. Voilà, et donc c'est hyper intéressant parce que on voit, pourquoi on dit que le vert c'est maudit au théâtre, pourquoi j'ai l'impression que le bleu c'est une couleur qui est hyper populaire, etc. Donc tout ça c'est dans ces livres, et c'est vraiment hyper rafraîchissant. Alors c'est des livres d'histoire, mais c'est pas forcément beaucoup de référencés, il y a un côté très imagé. Il faut savoir que Michel Pastoureau, son père, c'était un peintre, et donc il avait vraiment ce côté très artistique dans l'approche des couleurs. D'ailleurs, ce livre, en fait, ça peut être à la fois pris comme un livre d'histoire ou un livre d'histoire de l'art. Et franchement, un conseil chez vous, ça coûte 9,90 je crois, les petits livres de poche. Sinon, après, si vous voulez vraiment un très très beau livre, vous avez les livres illustrés qui sont beaucoup plus onéreux. Mais voilà, un très beau livre, et donc je vous conseille jaune ou vert, Michel Pastoureau. ou bleu, Ou voilà, par la couleur qui vous sied. Voilà, vous pouvez faire comme Magic, vous pouvez essayer de... Choisissez votre couleur. Choisissez votre couleur, comme dans Magic. Voilà. Il a pas fait Grul, par contre. Grul. Moi on est à l'approche des fêtes et des formations professionnelles. Je vais vous parler d'un jeu de société. Un jeu de société qui m'a marqué, autant par son esthétique que par son gameplay. Théo a acquiescé silencieusement. Je vais vous parler de The Great Split, qui est un très très beau jeu. Je trouve le jeu magnifique. Faut imaginer, vous aurez sûrement l'image à l'écran, mais faut imaginer un jeu dans le style art déco. Du coup, je pense que si vous écoutez un peu les podcasts, vous avez bien compris que moi j'adorais ça, et j'adore Capena, ne serait-ce que pour l'esthétique, toute cette esthétique-là, quoi. Et du coup, The Great Split, on est en plein dedans. C'est vraiment un jeu qui est magnifique en termes
en termes d'illustration et de matériel aussi. Le matériel est très très élégant. On a des petites pochettes pour ranger les cartes dedans, pour se les passer, etc. Mais je vais quand même vous parler du gameplay, parce que le gameplay est hyper intéressant aussi. En gros, The Great Split, il faut imaginer que c'est un peu Féo-Fiction le jeu. Si vous aimez la carte Féo-Fiction, vous allez aimer The Great Split. En gros, le principe de The Great Split, c'est qu'on va collectionner différents types d'œuvres d'art, et pour ce faire, en fait, on va avoir des cartes, et on va drafter de manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'à chaque manche, je vais avoir un certain nombre de cartes en main, 5 admettons, et je vais devoir faire un split, The Great Split du coup. Et je vais partager ma main en deux, et ensuite je vais proposer ça à mon adversaire à ma gauche, qui lui va choisir une des deux moitiés que je lui propose, et il va me donner l'autre moitié. Donc c'est moi qui fais le choix du partage, mais c'est lui qui va choisir quelle moitié il récupère et quelle moitié je récupère. Votre voisin de droite fait exactement la même chose, il va vous proposer un split, etc. Et du coup vous allez récupérer deux moitiés du coup de main, et ensuite vous allez pouvoir assembler ça et avancer dans différents trucs. Donc voilà. Donc The Great Split, super joli. Un gameplay qui est hyper intéressant, assez riche, beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire, et pas si cher que ça. De souvenir, on le vend, enfin en tout cas moi je le vends à moins de 40 € à Auxerre, donc pour les fêtes, un petit jeu très sympa, qui je pense pourra plaire au genre de Magic, que du coup on se mélange entre du draft et du faux-fiction quoi. Un jeu très sympa. Donc voilà. T'as envie de dire un truc sur The Great Split, Théo, parce que je sais que tu y as joué et que t'as kiffé. C'est un très bon jeu, très esthétique également, et qui va être intéressant parce qu'en fait il y a vraiment de la discussion, d'animation, on regarde un petit peu ce que font les autres, on regarde un petit peu où les gens progressent, on dit ah toi tu veux des livres et tout, tiens de t'en mettre moins d'un côté. Et non ouais c'est très efficace, très facile à prendre en main, ouais. Ça, c'est vraiment il n'y a pas eu de soucis de ce côté là, et ouais non, très 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 bon. Donc The Great Split, édité par Yellow, qui font d'excellents jeux d'ailleurs. Oui. Petit coucou à Yellow, même si je pense que j'ai aucun éditeur de chez Yellow qui bosse chez Yellow, mais merci de faire ce boulot parce que vous faites de très beaux jeux, de très bons jeux. Donc voilà, il veut un partenariat. Donc, oui. Pour insister, on va dire plein de jeux de Yellow. Alors Bunny Kingdom, super. Enfin bref. Et ben merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout, et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez comme d'habitude des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer un petit billet doux en MP. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Théo ? Nulle part. Écoutez, pour l'instant, on réfléchit à des concepts pour essayer de lancer une chaîne. Hein. Non, vous pouvez me retrouver sur Moxfield, puisque je build de temps en temps. Voilà, sur la page Janky Chad. Voilà, je suis également un peu présent sur les différents serveurs Discord de bandits, de Magic C'est Chic, de cartes sur table. Je suis pas sûr que ça touche beaucoup de personnes, mais bon voilà, sachez-le. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver également pour un commandant à l'Assemblée. Commandant à l'Assemblée 3, ouais. Normalement fin juillet 2024. S'il n'y a pas de couac, on en rediscutera plus tard. Après il peut y avoir d'Afaro, ça me va. Quoique. Allez, c'est bon. Les grosses têtes, ça c'est terminé. C'est l'heure du dodo, hein, c'est bon, ça suffit. Bon, en attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était le Pince Crâne. Des bisous. Bisous.